Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on se consacre à des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au musée du Louvre, fermé depuis hier et jusqu'à mercredi suite à un vote à l'unanimité de ses 400 agents pour une grève reconductible. Des touristes du monde entier ont ainsi dû composer avec la situation alors que les employés dénoncent des conditions de travail dégradées et une détérioration de l'accueil des publics. On rappelle par ailleurs que Philippe Jost a été nommé pour piloter une mission de réorganisation du musée, plaçant ainsi Laurence Descartes sous une forme de tutelle. On revient sur tous ces éléments avec nos invités et ce, dans une minute. En culture, le cirque Phénix et son nouveau spectacle Millésime pour célébrer 25 ans de magie du cirque. Ça sera sur notre plateau tout à l'heure. De la conso enfin avec cette menace qui pèse sur les commerçants parisiens. E-commerce, place de la voiture, nouveau mode de consommation. On fait le point avec Pauline Landé-Barrault qui y a consacré une enquête. Le musée du Louvre est donc fermé depuis lundi suite à un mouvement de grève reconductible voté par ses agents. Je vous propose qu'on écoute Élise Muller, secrétaire nationale Sud Culture. On sait qu'il y a 400 personnes qui ont voté, donc je redis à l'unanimité la grève aujourd'hui. Après, on est habitué à ce que la direction fasse le choix d'ouvrir ou non pour partie. Nous, on estime, vu le nombre de grévistes qui se sont déclarés ce matin, si le Louvre faisait le choix d'ouvrir, ça voudrait dire que les conditions de sûreté et de sécurité pour le public, le palais et les collections ne sont pas réunies. Donc, ça sera sa responsabilité. Nous cessons le travail aujourd'hui. Nous espérons pouvoir le reprendre le plus rapidement possible. Ça veut dire des engagements fermes et des engagements qui devront venir du ministère de la Culture, puisque jusqu'à présent, la direction du Louvre n'a jamais répondu à ces demandes. Une situation sous haute tension, donc, alors même que Philippe Jost a été nommé par Rachida Dati pour piloter une mission de réorganisation du musée. On en parle avec nos invités autour de la table. Françoise Dargent, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Vous êtes accompagnée d'Alexis Fritsch, secrétaire général CFDT Culture, et de Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments. Je me tourne vers vous, Alexis Fritsch, parce que hier, vous avez voté cette grève à l'unanimité. Vous êtes donc d'accord au moins sur le constat. Il y a un problème, il y a des questions de sécurité, de sûreté qui ne sont pas remplies et des conditions dégradées de travail pour les agents du musée du Louvre. Merci de votre invitation. Déjà, alors s'il n'y avait qu'un seul problème, on n'en serait certainement pas là. Il y a deux sujets qui sont revenus de façon majoritaire. Il y avait 400 agents, 400 agents sur les 2200 qui étaient présents. Et à l'unanimité, j'ai rarement vu ça, à l'unanimité, ils ont voté la grève. Alors il y a deux sujets qui reviennent de façon majoritaire. La première, évidemment, des conditions de travail. Aujourd'hui, la pyramide a été construite pour accueillir 4 millions de visiteurs. On en est pratiquement à 9. Donc vous imaginez, aujourd'hui, les conditions de visite et de travail. Ils ont beaucoup insisté sur le fait de la qualité de la visite. C'est des agents publics et ils ont rappelé aussi l'importance de pouvoir avoir les conditions de visite qui sont correctes. Françoise Dargent, c'est important, ça, des conditions de visite pour un musée comme le musée du Louvre, de pouvoir proposer à ceux qui le découvrent des conditions de visite qui mettent en valeur tout simplement les œuvres et notre patrimoine. Alors c'est important et c'est d'ailleurs ce qui sous-tend le projet Louvre Renaissance, puisque ce projet a été présenté comme un moyen de rendre cette visite plus facile et surtout de fluidifier un peu ces flux, parce que c'est vrai que le Louvre est devenu un musée qui accueille, je crois qu'il a accueilli, enfin vous me corrigerez si je me trompe, mais c'était 9 millions de visiteurs l'année dernière. Donc on atteint un chiffre énorme et il y a énormément et il peut y avoir une déception des visiteurs qui se trouvent bloqués dans des flux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est au cœur effectivement du sujet aujourd'hui, ce nombre de visiteurs. Et en même temps, on ne demande pas au Louvre d'accueillir moins de visiteurs. Puisque c'est le musée qui accueille le musée qu'on vient voir à Paris. Et la preuve est que hier, effectivement, beaucoup de touristes se sont cassés le nez, qui avaient réservé leur place et qui étaient très déçus. Julien Lacaze, le fait de voir un mouvement de grève aussi unanime et des employés qui décrivent tous la même chose, une situation qui se dégrade depuis des années, qu'est-ce que ça dit de la gestion du musée du Louvre ? Alors c'est assez intéressant, j'ai lu le document des syndicats
il y a un préambule qui est vraiment frappé au coin du bon sens. On sent aussi chez justement les personnels du musée du Louvre une envie de participer et une envie de signaler à la direction du musée la réalité, en fait, tout simplement, de ce qui se passe, où sont les besoins, qu'est-ce qui est prioritaire, est-ce que c'est de faire une nouvelle entrée monumentale avec une nouvelle salle pour la Joconde, ou est-ce que c'est d'abord d'essayer d'avoir un bâtiment qui ne prend pas l'eau, qui est correctement entretenu. Et ça, d'ailleurs, il faut bien le signaler, le projet est scindé en deux, hein, la Cour des comptes l'a bien matérialisé, 480 millions pour des travaux en fait, de remise à flot des bâtiments, incluant la question de la sécurité, qui est évidemment essentielle. Et ça, urgence maximale, alors, évidemment. Urgence maximale, bien sûr. Enfin, le bon sens dit ça. Le problème, c'est que la direction du musée a mis les choses un petit peu à l'envers. Et 666 millions pour cette nouvelle entrée monumentale du côté de la colonnade de Perrault, avec très probablement un geste architectural, avec toute l'idée de rivaliser avec cette colonnade qui est vraiment la création emblématique du classicisme français, et de créer aussi de nouvelles salles d'exposition pour le Louvre. Et ça pose un autre problème, c'est que les grandes expositions traditionnellement étaient au Grand Palais. On a dépensé des centaines de millions d'euros. Je crois qu'on a même franchi le milliard en rénovation, restauration du Grand Palais. Et là, donc, il va y avoir un problème ça va doublonner. C'est-à-dire qu'on comprend, le musée du Louvre aimerait avoir des salles encore plus belles. Quoique l'exposition David qu'on peut voir est finalement tout à fait réussie dans les salles qui existent. Et donc ce côté... Encore une fois, il y a une question de priorité et d'hierarchisation des possibles par rapport au budget disponible. On en avait parlé. Les syndicats, c'est que les 480 millions de vraiment remise à flot du bâtiment, c'est ça qu'il faut faire passer d'abord, avant les 666 millions. Et pourtant, le budget dit exactement le contraire, puisqu'il y a 100 millions d'autorisations d'engagement qui sont fléchées sur cette nouvelle entrée monumentale et seulement 17 millions sur les questions de sécurité notamment et de rénovation du bâtiment. Donc les priorités sont à l'envers, inversées. Vous réclamez plus de personnel, des moyens humains plus importants pour garantir de meilleures conditions de travail et de sûreté, c'est important. En d'autres termes, vous pointez du doigt les manquements de la direction ? Écoutez, le bas blesse, hein. On augmente le nombre de visiteurs et on diminue le nombre d'agents qui accueillent et qui sécurisent les lieux. On a perdu depuis à peu près 15 ans 200 agents d'accueil et de surveillance. C'est d'ailleurs ce que disait Christian Galani hier, représentant CGT du Louvre. Exactement. C'est un comble. On le porte en intersyndical. Vous avez raison de le rappeler. Lise Muller, qui est une des porte-paroles du mouvement également, l'a rappelé. Nous le portons à la CFDT Culture au sein de l'intersyndicale. Cette question de l'emploi, elle est essentielle. On a beaucoup parlé de la question de la sécurisation avec la sécurisation périmétrique. Derrière une caméra, il faut bien des gens qui puissent intervenir, qui puissent sécuriser les lieux, qui puissent évacuer en cas de besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Françoise Dargent, découvrir comme ça qu'un de nos musées phares, quelque chose qui fait quand même l'image de la France aussi à l'étranger, est en aussi mauvais point. Évidemment, ça nous fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur à tous ceux qui aiment l'art, le patrimoine et la culture. Et puis, ça nous inquiète aussi sur la question plus de la gestion, finalement, de ces grands monuments culturels. Ce que décrivent les syndicats est assez inquiétant. Oui, et c'est vrai que depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis le vol, c'est le vol des joyaux de la couronne qui a permis de révéler, c'est pas très élégant, mais c'est vrai. Peut-être qu'effectivement, la fuite qui a eu, où les travaux, Galerie Campana, seraient passés un peu plus inaperçus si on n'avait pas eu... on a l'impression que le monde entier se focalise sur le Louvre et on ne voit que les déboires du Louvre. Bien sûr. Bon, entre-temps, c'est vrai que il y a eu l'exposition David, il y a eu une nouvelle entrée qui a été... Le Louvre continue un peu sa vie, mais c'est vrai qu'on se dit comment ça tient aujourd'hui avec si peu de moyens et des conditions délabrées. Avec une sûreté qui est quand même une sûreté des œuvres qui semble ne pas être assurée et garantie, avec un personnel qui est quand même assez traumatisé, je pense, parce que c'était... Alors, c'est vrai que quand le vol a eu lieu, la direction a quand même mis en avant, sans peut-être pas lui retirer, le fait que les agents avaient bien agi et avaient vraiment rempli leur mission. C'était occupé du public, parce que c'est arrivé quand même à un moment où le public était là. Donc voilà, mais on a quand même l'impression que les gardiens sont traumatisés par ce qui est arrivé. Et c'est vrai que c'est l'image de la France qui est en jeu, parce que le monde entier a d'abord raillé le Louvre quand le vol a eu lieu. C'est un feuilleton, vous avez raison de rappeler ces différents événements. Oui, tout à fait. Il y a eu le vol donc le
19 octobre, la fameuse galerie Campana qui a dû fermer mi-novembre. Voilà. Ensuite, en effet, cette fuite d'eau quelques jours plus tard, ça fait quand même une sacrée séquence. Et on comprend que c'est devenu politique. Le Louvre, maintenant, c'est un sujet politique. Vous C'est avez là où on raison. voit que l'importance du Louvre est là. C'est que tout le monde s'en saisit. Alors, on peut ajouter à ces séquences, si on revient un petit peu en arrière, 2017, il y a quand même de l'eau qui coule sur les 4 saisons de Poussin. Peut-être le tableau, le plus beau tableau de la peinture, les plus beaux tableaux de la peinture française. C'est fou. 2023, l'exposition Naples, Claude Gillot qui ferme ses portes au bout de 4 jours et on renvoie les œuvres à Naples parce qu'il y a de l'eau qui tombe. Enfin, vous voyez, 2017, 2023, c'est pas l'effet du hasard. Hein. Il y avait déjà eu des signaux d'alerte. Hein. Alors, ce qu'on voit, ce qui est complètement fou, c'est que le Louvre est déjà le musée le plus grand du monde. C'est 72 000 mètres carrés, en fait. Hein. Bon. À ces 72 000 mètres carrés, l'idée, c'est d'ajouter 22 000 nouveaux mètres carrés avec cette nouvelle salle pour la Joconde, cette nouvelle salle d'exposition. Alors qu'on n'arrive déjà pas à entretenir l'existant. C'est complètement fou. C'est-à-dire que vraiment, tout est à l'envers. Alors, en revanche, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors ça, c'est une grande spécificité française, c'est la culture des grands travaux et l'absence de culture d'entretien. Et c'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour Paris. Paris, vous avez le Champ de Mars. Le Champ de Mars, il est très bien, il faut l'entretenir. Maintenant, on va le refaire, c'est le projet One, 100 millions d'euros. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à Laurence Descartes dans ce rapport de la Cour des comptes, c'est de Exactement. vouloir privilégier ce qui se voit et ce qui est finalement assez valorisant à des opérations d'entretien qui sont, il faut bien dire, un peu moins sexy. Alors qui se satisfait de ça? C'est une pyramide d'ego. Vous avez l'ego présidentiel, vous avez l'ego de la directrice du musée, vous avez l'ego des architectes aussi qui vont construire, architecte en chef et puis architecte aussi qui va créer cette entrée monumentale. Vous rejoignez donc Françoise Dargent, c'est devenu éminemment politique. C'est devenu complètement fou. C'est-à-dire que ce qui est triste, c'est qu'un politique aujourd'hui ou un directeur de musée ne puisse pas se glorifier d'avoir un musée qui fonctionne correctement, dont les salles sont ouvertes à 95% du temps. On pourrait imaginer ça, qu'on puisse se glorifier de ça, en fait, d'un musée qui est bien entretenu. Ben non, en fait, tout le monde a à gagner au côté spectaculaire, côté grands travaux. Et ça, on peut pas. C'est une fuite en avant, en fait. Et il faut arrêter maintenant. Il faut que le musée fonctionne et valoriser. Alors ça, on peut en reparler. Valoriser le stock, parce que c'est un échec immense que le public vienne pour faire un selfie avec la Joconde. C'est un échec vraiment de la culture. Le musée devrait être peiné par ça. Pourquoi ? Parce que ça nie l'existence d'autres collections ? Exactement, parce que la Joconde, qui est devenue une star après son vol en 1911, c'est un chef-d'œuvre parmi d'autres. Il y en a énormément. Il y a des centaines de chefs-d'œuvre au musée du Louvre. Et là, on va lui créer un mastaba, en fait. C'est-à-dire que l'architecture va consacrer quelque chose qui est malsain, on peut dire les choses comme ça. Les gens se sont pris en photo avec la Joconde, ils ont fait le Louvre et ils ressortent. C'est un échec. Après, ils viennent pour ça aussi, beaucoup de ça fait partie du parcours de visite incontournable. Voilà, ça fait partie du et quelquefois ne vont rien voir d'autre parce que il faut voir la Joconde. Donc c'est aussi une pratique aujourd'hui du musée qui existe un peu partout. On va voir le chef-d'œuvre, on va voir une œuvre phare. Oslo. Et c'est vrai que c'est difficile. Je pense que c'est difficile de lutter aujourd'hui contre ça aussi. Alors, on peut en parler. Hein. On pourrait justement essayer, mais Alexis Frisch, une réaction? Moi, j'étais très frappé parce que par l'émotion planétaire. Oui, l'émotion qui était planétaire sincère, je crois. du vol, parce que au fond, c'est pas qu'un patrimoine national, ça a démontré ça, que c'était un patrimoine commun. Le Louvre fait commun pour beaucoup de gens, c'est un patrimoine mondial et il crée encore cette émotion-là. J'étais, en parlant avec les salariés de l'établissement, ils étaient très sensibles à ça au fond. C'est que ça a montré déjà d'une part les 80 métiers que font partie du musée, beaucoup plus positifs qu'auparavant. Je dois dire également qu'on est en train de changer de modèle économique pour les grands établissements culturels de l'État, parce que l'établissement Musée du Louvre, qui est devenu une marque aussi, on doit dire... Qui s'exporte. Donc, vous imaginez, en termes d'image pour la marque, on est quand même aussi inquiet par rapport à ça. Et dernière chose, il doit trouver 70% de son budget pour fonctionner. Donc l'État s'est déjà désengagé. On pourrait imaginer qu'il n'est plus le premier actionnaire de l'établissement. Donc il y a beaucoup d'attentes évidemment vis-à-vis de l'État. Le modèle économique quand même que la ministre de la Culture a promis de revenir sur la baisse de 5,7 millions d'euros de dotation publique consacrée au musée du Louvre. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça suffira pas, mais ça va dans le bon sens.
évidemment, nous, tout ce qui peut aller dans le sens de donner plus de moyens à l'établissement, on le salue. C'est insuffisant et ça ne règle pas cette question de ce modèle économique qui aujourd'hui est très fragile. Est-ce que vous me permettez d'intervenir sur quelque chose que vous avez dit sur la nomination de M. Jost? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, nous, on l'a regardé de près parce que... Nomination de Philippe Jost pour mener une mission de sauvetage, on peut l'appeler comme ça, en tout cas, qui met finalement un peu sous tutelle la direction de Laurence Descartes. Alors moi, je vous laisse le terme de tutelle. Nous, ce qu'on a vu dans le communiqué de la ministre de la Culture et qu'on a rencontré également à plusieurs reprises sur ce sujet, dans le document, il est dit, que c'est pour procéder à une réorganisation de fonds. Alors vous imaginez, dans un contexte social compliqué, dire ça, ça ne fait pas du bien. Et deuxièmement, il est placé auprès de la présidente de l'établissement. Donc, quelle autonomie il va avoir? Nous, on aurait préféré... Donc, ce n'est pas un sauveur pour vous? Moi, j'ai vu cette nomination comme, malgré tout, une volonté d'écarter Laurence Descartes de ses fonctions et d'y mettre un professionnel aussi de ces grands projets. Ce que indique la ministre dans son communiqué, c'est qu'il est placé auprès de la présidente. Nous, on aurait préféré qu'il soit passé auprès de la ministre, comme la commission d'enquête, qui était totalement autonome dans son intervention. Une réaction, Julien Lacaze, sur la nomination de Philippe Jost qu'on a connu, découvert pour certains, redécouvert pour d'autres au travers du grand projet Notre-Dame, bien sûr. Oui, ben voilà, c'est l'effet Notre-Dame, c'est essayer de faire profiter le Louvre de l'effet Notre-Dame. C'est vrai que c'est une des rares choses sur lesquelles tout le monde s'accorde sur le fait que les travaux à Notre-Dame ont été bien gérés. Oui. C'est mis au crédit du président de la République et il se dit, voilà, maintenant qu'il n'a plus vraiment tellement les manettes, il travaille à l'après, à la trace qu'il va laisser, et il se dit, voilà, je vais placer celui qui a permis les travaux de Notre-Dame au Louvre pour conduire ce très grand projet qui est ce projet à 666 millions, qui est un mauvais projet parce qu'on n'a pas besoin de ça, c'est un mauvais signal. Même s'il est mené par Philippe Jost, qui a fait ses preuves. Même s'il est mené par quelqu'un qui est efficace. On ne sait pas trop d'ailleurs quelles sont les missions de Philippe Jost, parce que c'est assez flou. C'est la réorganisation du musée. Pour l'instant, c'est jusqu'en février, donc... Voilà. Mission assez courte. Voilà, mission assez courte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On ne sait pas. Alors, est-ce que c'était plutôt un poste d'administrateur qui l'attendait? On ne sait pas. C'est assez bizarre, cette nomination, enfin, en tout cas, ce poste. Puis ça intervient quand même dans un contexte où Laurence Descartes est très largement décriée. Alors, Laurence Descartes, c'est vrai que ça rajoute encore à ce poids sur Laurence Descartes qui semble quand même chaque fois... demain, ce sera la 3e fois qu'elle sera entendue à la commission du Sénat, commission culture du Sénat, donc elle va encore devoir s'expliquer. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Martinez, c'est l'ancien directeur qui va apporter cet après-midi, bientôt, là, qui va être interrogé, qui va pouvoir expliquer si effectivement les plans de sécurité qu'il avait lancés, qu'il avait laissés, ont été poursuivis par Laurence Descartes. L'idée, là, c'est de répartir les responsabilités ? On va voir, on attend un petit peu ce que va dire Jean-Luc Martinez, mais c'est vrai que Laurence Descartes est arrivée, il y a eu du travail qui a été fait avant, qui n'a peut-être pas été fait non plus avant, donc il faut, c'est pas elle qui a, elle a une part de responsabilité, elle n'est pas coupable non plus, donc il faut voir peut-être une continuité et voir ce qui s'est fait. Oui, les choses se sont largement dégradées sur le long terme et ensuite... Voilà, si des choses n'ont pas été faites, effectivement, ça s'est dégradé. Hein. Vous demandez son départ ? Non, alors ça, c'est à la ministre de la Culture, au président de la République, de décider. Les syndicats n'ont pas d'avis? Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas d'avis. Il y a un climat de défiance très fort de la part des personnels. Il y a une rupture de confiance, on peut le dire. Hier, c'est ressorti. J'ai été très frappé, au fond. C'est quand même, j'ai rarement vu ça, qu'une assemblée comme celle qui était réunie hier, qui était très solennelle, au fond, qui disent il y a une rupture de confiance avec la direction de l'établissement. Julien Lacaze, pardon, je tousse, excusez-moi. Une réaction aussi à ce qui a été dit dans l'entourage de Rachida Dati. Le pire pour le musée serait qu'il ferme plusieurs jours d'affilée. Il n'a vraiment pas besoin de ça. On rappelle qu'une grève coûte 400 000 € par jour, indépendamment des conséquences, vous le disiez tout à l'heure, Françoise Dargent, sur ces touristes qui sont venus du monde entier, pour certains pour voir uniquement la Joconde, pour d'autres pour découvrir évidemment le musée du Louvre et qui se retrouvent devant des portes fermées.
Ouais. Déjà, petite réaction sur la responsabilité donc, de la présidente directrice de l'établissement public. Lorsqu'en 1911, la Joconde est volée, le directeur des musées nationaux, qui s'appelait Théophile Homol, démissionne. Oui, il n'y a pas de discussion. Tout de suite, il n'y a pas de discussion. On retrouve la Joconde en 1913, il est nommé directeur de la Bibliothèque nationale, élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Il n'a pas été puni toute sa vie. Il a assumé une responsabilité qui était la sienne. Quand on est chef, le corollaire du pouvoir, c'est la responsabilité. Et là, on a l'impression, dans le dossier de Notre-Dame aussi, personne n'avait démissionné, pas même l'architecte. Alors Laurence Descartes a proposé sa démission, qui lui a été refusée. Quand on veut vraiment démissionner, on démissionne. Quand on voit le ton de son édito là, de Grande Galerie que je viens de lire, je continuerai avec fierté, c'est le dernier paragraphe, on voit qu'on est à des années-lumière de ça. Ça, c'est... Bon, il y a quelque chose qui dysfonctionne quand même à ce niveau-là. Là, c'est vraiment les joyaux de la couronne, c'est le cœur du cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers objets mobiliers à avoir été inaliénables. C'est François Ier qui a décidé de ça. Ensuite, ce régime d'inaliénabilité s'est étendu a été transmis au droit républicain pour s'étendre à toutes les collections nationales. Donc on est vraiment au cœur du commun, avec des diamants quand même. 2 des 3 Mazarins qui nous restaient ont disparu dans cette affaire. Donc c'est vraiment pas rien. Ce sont des biens qui, depuis le XVIe siècle, sont inappropriables autrement que collectivement. Là, c'est un échec symbolique. Qui oblige pour vous à une démission de Laurence Descartes. Qui oblige évidemment à une démission dans un monde normal. Voilà. Je reviens sur la fermeture du musée. Ça nous fait du mal à l'international de présenter un musée du Louvre fermé. Oui, ça nous fait du mal, mais il faut regarder les revendications des syndicats. Ça peut être légitime et nous faire du mal. Voilà, c'est frapper au coin du bon sens, puisqu'on a l'impression que toutes ces auditions, ces audits préalables qui sortent, qui montrent que voilà, on était parfaitement au courant de ses faiblesses, tout ça, ça glisse en fait comme voilà, sur les plumes d'un canard. Peut-être que le remède, c'est un remède effectivement de cheval qui fait du mal effectivement à l'image du musée, qui fait du mal aussi aux visiteurs du musée que nous sommes. Mais peut-être il faut en passer par là pour que la direction du musée revienne à la raison. Parce que là, c'est ça qu'il faudrait. Je reviens, je me permets, sur le coût de la grève, 400 000 € par jour. Sur 3 jours, on chiffre à 1 200 000 € qui auraient pu être investis autrement. Je fais un peu de mauvais esprit. Vous avez raison de compter. Je pense que ce qui est important, c'est la sécurisation des visiteurs. Ça n'a pas de prix. Au fond, aujourd'hui, le fait qu'on puisse visiter en toute sécurité le grand paquebot culturel de l'État n'a pas de prix. Donc, on a eu un élan de solidarité, je dois dire, de beaucoup de personnes qui étaient là en train d'attendre, au fond, s'ils allaient pouvoir rentrer ou pas. Évidemment, il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Il fallait faire un peu de pédagogie, j'imagine, oui. On a pris du temps, mais majoritairement, on a trouvé plutôt des visiteurs de plusieurs pays, au fond, qui saluaient, qui nous avaient dit que leurs conditions de visite avaient été très compliquées. C'est le parcours du combattant aujourd'hui. Donc, ils saluaient plutôt le mouvement. Françoise Dargent, si les choses s'enlisent, que les choses continuent à être difficiles pour le Louvre. Vous avez parlé de cette audition cet après-midi, de l'audition demain de Laurence Descartes. On est quand même dans un feuilleton qui a du mal à se terminer, avec une séquence, vous l'avez rappelé, qui est très compliquée pour le musée du Louvre et dont on n'arrive pas à sortir. Demain, même s'il y a des annonces importantes, si, je ne sais pas, Rachida Dati prend la parole, annonce que des mesures d'urgence seront prises, qu'ils vont écouter les revendications des syndicats, ça ne va pas changer les choses demain. Ah non, je pense que là, le travail est trop important. Le travail est trop important. Et même si effectivement on décidait de ne pas faire cette entrée du Louvre, il y a tellement de travaux à faire qui sont restaurer des gaines techniques, des choses qui sont... c'est un vieux palais quand même. Il y a un travail monstrueux. Qui prend l'eau, il y a un travail monstrueux. C'est vrai que... Aujourd'hui, c'est vrai que la question, on a l'impression que l'étau se resserre quand même autour de Laurence Descartes, qui au début a été elle a été maintenue dans son poste. Aujourd'hui, il y a un peu des coups de butoir qui font qu'on se dit mais est-ce qu'elle va tenir ? Parce qu'il semble qu'elle soit, elle est soutenue encore par le président de la République, qui effectivement
il y a le projet et il l'a toujours soutenu. Elle est soutenue quand même par son milieu. Elle a eu beaucoup de messages de soutien des patrons des grands musées, qui ont eu peut-être ils se sont dit si ça nous arrivait chez nous, on serait donc il y a plutôt un mouvement de solidarité. Mais c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Et encore une fois c'est la 3e audition et pour l'instant on n'a toujours pas de réponse. Alors après les syndicats jouent aussi le rapport de force parce que c'est le moment où, Bien sûr. Je pense que les syndicats ont obtenu déjà des postes. Vous avez déjà obtenu des postes supplémentaires, quelques postes supplémentaires, un peu de réorganisation. Alors, c'est important ce que vous dites, parce qu'on a obtenu des engagements. On a obtenu des engagements, on attend un document écrit de la part du ministère de la Culture qui fait part d'avancées. Alors, vous avez raison, il y a des avancées qui sont aujourd'hui, elles sont insuffisantes au regard de la dégradation au fond dans laquelle se trouvent aujourd'hui les 2200 salariés qui en font partie. Quand le seront-elles ? À partir de quel moment vous considérez que les conditions sont remplies et pour retourner au travail, donc pour que le musée rouvre ses portes et pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, notamment pour ceux qui visitent le musée du Louvre ? Alors, c'est une question complexe. Oui, parce qu'il y a la situation optimale qui est de l'ordre aujourd'hui du rêve. Je pense que je ne sais pas si c'est un rêve de demander des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de visite. C'est une réalité quotidienne qu'on vit lorsqu'on travaille dans un gros établissement ou un petit ou un moyen, à vrai dire. Ce qui est demandé aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est la question de la confiance, la rupture de confiance avec la direction et avec la présidente en particulier. Tant que ça et que ces engagements d'avoir un projet réellement pour l'établissement n'est pas mis sur la table, ça peut difficilement fonctionner. Ça fonctionnera difficilement, vous avez raison. À quoi doit-on s'attendre demain dans l'audition de Laurence Descartes ? Est-ce qu'il y a des points qui doivent être abordés, des points que vous attendez particulièrement, Julien Lacaze, des questions qui doivent être posées ? Je crois qu'on a déjà tout vu, notamment avec l'audit de Van Cleef de 2018 où tout était signalé. Tout était écrit. Voilà, la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai dit, j'avais même pas qu'on pouvait se garer sur le trottoir pour approcher du bâtiment, qu'il suffisait de mettre des potelets. Ils viennent d'être mis en une journée. Ils ont mis des plots aujourd'hui pour sécuriser. Alors ça vaut 65 € le plot. Donc ça, ce sont des questions de bon sens. Et on voit d'ailleurs que, comme à Notre-Dame, il y a cette espèce de déni de se dire que les choses ont toujours été là et qu'elles seront toujours là. Maintenant, il faut s'occuper. Il faut entretenir notre patrimoine. Oui, alors c'est pas très vendeur de dire j'ai fait ça, mais ça devrait l'être normalement. Voilà. Et on devrait se satisfaire de ça quand on est un directeur d'un grand établissement public. Françoise Dargent, le mot de la fin pour nos publics, qu'ils soient parisiens, franciliens, nationaux, internationaux. On a besoin que le musée du Louvre rouvre et rouvre dans de bonnes conditions. Rouvre dans de bonnes conditions, ça certes, on n'imagine pas quand même le Louvre fermé pendant toute la période des fêtes. C'est aussi un moment crucial. C'est un moment crucial. Moi, ce qui me frappe quand j'écoute M. Fritsch, c'est qu'effectivement, il parle beaucoup de la tutelle, mais Laurence Descartes est assez absente de ces négociations. On a l'impression que les discussions se font maintenant avec la tutelle, avec Rachida Dati, et que Laurence Descartes, qui est quand même la patronne du musée, est un peu en retrait, et c'est assez frappant. Oui. Une seconde. Vous avez raison, on a plus vu la ministre de la Culture que la présidente qu'on n'a pas rencontrée du tout. C'est vrai, depuis le vol des bijoux ? Elle ne nous a pas du tout ni sollicité ni accueilli. On a vu la ministre de la Culture et ses équipes plusieurs fois, la présidente du Louvre, jamais. On se quitte là-dessus ? Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour du musée du Louvre qui, je vous le rappelle, est encore fermé jusqu'à demain dans le cadre d'un mouvement de grève reconductible. On passe tout de suite à l'entretien culture. Pour son 25e anniversaire, le Cirque Phénix signe un nouveau spectacle unique. Il s'appelle Millésime. La crème des acrobates sont réunis sous le magnifique chapiteau installé sur la pelouse de Reuilly avec des numéros magnifiques issus du monde entier. Une expérience unique à découvrir en famille pour s'émerveiller et s'offrir un tour de la Terre acrobatique sans quitter Paris. On en parle avec vous, Alain Pachery. Vous êtes directeur du Cirque Phénix. C'est quoi la marque de fabrique du Cirque Phénix ? Comment est-ce que vous l'envisagez ? C'est un cirque moderne. C'est un cirque moderne, ok. Pour les 25 ans, j'ai voulu mettre dans ce spectacle les choses qui sont importantes à mon cœur, c'est-à-dire la parité,
le dépassement de soi, l'inclusion, toutes ces choses qui, dans la vie, feraient du bien à tout le monde si on le faisait. Et vous le combinez, vous le mélangez, vous en créez un spectacle d'exception, vous l'avez dit, 25 ans d'existence et cette volonté de célébrer ces 25 années passées au travers de ce spectacle, au nom évocateur, Millésime, qui dit qu'on va retrouver le meilleur de ce que le Cirque Phénix n'a jamais fait. Millésime, on doit garder un grand souvenir. Et D'accord. donc, c'est ce que j'ai cherché à faire dans ce spectacle et de faire quelque chose vraiment de différent que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a un mur de LED de 100 mètres carrés, il y a 350 projecteurs, parce que mon travail, c'est de mettre en valeur les artistes. À la fois avec la musique, il y a un grand orchestre de musiciens, à la fois avec les lumières, avec la mise en scène. Eux, ils ont le talent et moi, c'est de... Vous sublimez ce talent. De sublimer ce talent. Voilà. C'est joli comme métier, ça doit être agréable de sublimer le talent des autres. Il faut en avoir, remarque, pour sublimer le talent des autres. Mais c'est d'ailleurs même vous pas qui un ouvrez ce métier. spectacle. C'est du plaisir avant tout. J'ai jamais eu l'impression de travailler. C'est vrai ? Jamais. On dit que c'est la clé de la réussite, de se lever tous les jours en ayant l'impression que son travail est avant tout du plaisir. Exactement. C'est votre cas. Toute ma vie, ça a été ça. Et c'est d'ailleurs vous qui ouvrez ce spectacle en venant sur scène pour raconter l'origine de ce nom, en souvenir de la tempête du 26 décembre 1999. Ça a forgé votre résilience, cette tempête, racontez-nous. Exactement. J'ai réalisé en 1999 le rêve de ma vie de faire construire mon premier chapiteau. Auparavant, je louais des chapiteaux pour faire mes spectacles. Je réussis, j'hypothèque mon appartement, la banque me fait un crédit, je suis très heureux quand on le monte en octobre, et le 26 décembre, il s'écroule, à 6 heures du matin. Et là, je me dis, mais j'étais désespéré, comment je vais faire pour payer mes charges, payer le chapiteau, payer mon personnel, payer tout le monde, comment je vais faire? J'étais vraiment tombé très bas. Et puis à 8 heures arrive l'assureur. Et je lui pose la question, est-ce que j'ai la tempête? Il me dit, oui, je vous ai fait faire la croix. C'était La une fameuse option. croix dans le contrat. C'était une option. Vous avez donc adoré votre assureur. Alors, je l'ai adoré, je ne l'ai pas quitté depuis, je ne l'ai pas quitté. Je ne me souvenais même pas avoir fait la croix à tempête, tellement pour moi, ça me paraissait impossible, une croix à tempête. Ouais, ça ne servait pas à grand-chose, mais bon... On se dit tous ça quand on signe des contrats chez nos assureurs. On n'est jamais sûr. Tant que l'assureur n'est pas là, on n'est jamais sûr. Et vraiment, j'étais très bien assuré. Très, très bien assuré. Et ça vous a permis, grâce aussi à votre résilience et votre passion, de continuer cette grande histoire que vous veniez juste de lancer. C'est là où je me suis dit, je vais l'appeler Phénix, de l'oiseau porte-bonheur. Qui renaît de ses cendres. Et qui renaît de ses cendres. Et vraiment, c'est un oiseau porte-bonheur parce qu'aujourd'hui, j'ai le plus grand chapiteau de cirque du monde, Samba. Ça a été le premier qui a été construit comme ça. Les fabricants français m'ont pris pour un fou quand j'ai demandé un chapiteau sans mât, mais je voulais absolument avoir une visibilité totale pour les spectateurs. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé la solution. C'est le chapiteau qu'on voit actuellement. Et c'est déjà une prouesse technique. Rien que ce chapiteau, c'est quelque chose. Il est unique au monde. Il n'y a pas un chapiteau sans mât aussi grand dans le monde. Et vraiment, ça a été une aventure extraordinaire. La tempête a été terrible pendant quelques heures. Mais dès que j'ai su que j'étais bien assuré, j'ai repris espoir. Et puis, comme vous dites, le Phénix. Je me suis jeté dans quelque chose d'encore plus important. Et vous êtes reconnu pour accueillir sous ce magnifique chapiteau la crème de la crème des artistes et des acrobates talentueux qui viennent du monde entier. Est-ce que vous êtes dans une quête de la perfection, du talent pur, du ravissement pour le spectateur? Mais là, vous avez tout dit, c'est ce qu'il faut. Il faut effectivement la perfection, mais ça ne suffit pas. Ouais, ça la perfection, c'est les sportifs de haut niveau. C'est vrai. Les artistes, ils doivent avoir autre chose. D'ailleurs, quand il y a des sportifs de haut niveau qui font du cirque, il y a quelque chose qui ne passe pas de la même façon qu'un artiste. Ça ne s'apprend pas d'être artiste. Et là, j'ai la chance d'avoir des jeunes, parce que j'ai un numéro de Bol Dutch, vous voyez, quelque chose de rue, qui est un spectacle de rue qui est extraordinaire. Ils ont 22 ans, le plus âgé a 22 ans. Et c'est formidable, ça fait un tabac, les gens adorent, les jeunes aussi, mais ça s'adresse à tous les publics. Moi, je ne fais pas un spectacle pour les enfants. Parce que le cirque, on dit c'est pour les enfants. C'est pas vrai. C'est pour toute la famille. Oui, il faut que ça plaise à tout le monde. On y vient en famille, voilà, il faut que ça plaise à tout le monde. J'ai une famille qui, depuis 5 ans, m'achète 2 loges tous les ans. Oh, trop sympa. Les mêmes loges. C'est devenu une tradition en famille. C'est une tradition. Ils se retrouvent tous, 24 places en 2 loges. Ils se retrouvent tous les ans. Et j'ai plein Maintenant, j'ai des jeunes femmes qui arrivent avec leur enfant, qui me disent « Je venais enfant, maintenant je veux que mon enfant découvre. » J'ai la larme à l'œil à chaque fois. Oui, c'est de la transmission aussi, bien sûr.
voilà, c'est du bonheur. Je me dis, tiens, c'est pas inutile ce que je fais finalement. Oh, je vous ça sens donne du ému. bonheur. Ben oui, je le suis parce qu'il y a 5500 spectateurs à chaque représentation. Incroyable. À Paris, on fait plus que 270 000 spectateurs. Et on a gagné un appel d'offres en Chine. On a un spectacle à Shanghai, permanent maintenant. Et on a Ça 15 marche du millions. tonnerre, on peut le dire. Ben ça marche du tonnerre. Tant Hein. mieux. C'est un contrat de 5 ans renouvelé 3 fois. Ils m'ont déjà renouvelé la deuxième passe de l'affaire. Et on est à 15 millions de spectateurs dans le monde actuellement, entre la Chine et les autres pays où nous sommes allés. 15 millions de spectateurs conquis Conquis. parce qu'ils découvrent. Et moi, je rêve. Hein. Je rêve à chaque fois. Pour moi, c'est un moment extraordinaire. Je suis à tous les spectacles. Je C'est pas regarde vrai. Tous les spectacles. Tout. Vous êtes là aussi pour contrôler que tout se passe comme prévu ou vous arrivez à être dans l'émerveillement pur? Je suis dans l'émerveillement, mais ce qui ne m'empêche pas de voir l'artiste qui n'est pas tout à fait à sa place dans les saluts, D'accord. ou la lumière qui s'allume avec 2 secondes trop Oui, tard. ça demande un peu de ou rigueur, tout ça, bien sûr. Vous savez, c'est à la seconde près. Pour Pour que la magie opère, oui, c'est vrai. Exactement, c'est à la C'est seconde un travail près. d'horlogerie et Le d'orfèvrerie. spectateur, il arrive, il s'assoit, et nous, on doit le faire rêver. C'est beau comme image, je vois très bien l'idée, je comprends. Voilà. Et puis, vous nous faites rêver et voyager, vous nous offrez un tour du monde Exactement. en restant à Paris, puisque vous allez dénicher ces talents dans le monde entier. C'est génial Tout à parce fait. que c'est des arts, c'est des techniques, c'est des manières de faire qui sont exportées. Et oui, et puis chaque continent a sa façon de faire. Ouais, Et là, nous ça, c'est avons génial. 4 continents dans le spectacle. Ok. Donc c'est vrai qu'on fait un tour du monde. Vous êtes fiers de les présenter aussi, ces artistes qui viennent Je du suis monde fier entier, d'eux, oui, je de les suis avoir fier. auditionnés, puisque j'imagine Oui. qu'il y a des auditions qui doivent être très compliquées à passer. Hein. J'imagine qu'il y a Oui. énormément d'artistes, d'acrobates qui rêvent de faire partie du Cirque Phénix. C'est vrai, maintenant c'est un gage de qualité que de passer au Cirque Phénix. Ça, je suis fier aussi, parce que quand un artiste dit dans une autre direction « je suis allé au Cirque Phénix », etc., ben, il est regardé C'est différemment. une jolie case dans le CV, on peut le dire. C'est une jolie case dans le CV. Comment est-ce qu'on crée de la cohérence avec un spectacle qui est finalement, je caricature un petit peu, mais une association de beaucoup de talents et d'artistes qui proposent chacun ce qu'ils savent faire? Oui. Alors, on crée, vous savez, d'abord quand je fais la mise en scène, parce que je fais le casting et la mise en scène et les lumières, ça ne se fait que dans le lieu. Bien sûr. Même si parfois, quand j'ai une troupe, je vais dans le pays pour commencer à travailler avec la troupe. Là, ils venaient de plusieurs pays, Oui, je ne pouvais pas le compliqué. faire. Bon, vous auriez fait des beaux voyages. J'aurais fait des beaux voyages, c'est vrai. Mais donc, ils sont arrivés et j'ai commencé à leur dire, allez, faites-moi vos numéros, tout ce que je vous ai demandé de modifier, déjà, puisque je corrige déjà un petit peu avant Oui. qu'ils arrivent. Je fais un déroulement. Puis je me rends compte que tel artiste, il ne fait pas le succès qu'il mérite, parce qu'il n'est pas à la bonne place. Ah. Donc il faut faire un petit changement de place, peut-être, ou réduire un peu le numéro qui est un peu long. Vous voyez, il faut avoir du rythme dans le spectacle. Et le rythme, on n'en manque pas. Dans ce spectacle, il y a un rythme très soutenu. Ben On ne oui. s'ennuie pas une seule seconde. Non. Tout est pensé à la perfection pour que, en effet, ce qu'on attend tombe à chaque fois au bon moment. Il y a aussi un souffle un peu épique, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. C'est la musique qui est là pour nous entraîner. C'est ce monsieur loyal qui est extraordinaire. Bravo. merci pour lui, vraiment. Quel choix formidable d'avoir enfin donné à un monsieur loyal l'envergure que mérite ce rôle qui n'est pas qu'un rôle de monsieur loyal, comique, qui est là pour mettre l'ambiance. Non, c'est non. un vrai métier. Ah, c'est un vrai métier. Et puis D'artiste. lui, on peut dire qu'il le maîtrise, son métier, puisqu'à chaque séance, je ne sais pas ce qu'il va dire. Vous voyez, Comme ça, vous vous laissez surprendre. il improvise. On regarde la bande-annonce ensemble. Allez. Et puis on continue à discuter, bien Ok. sûr. Allez, c'est parti. Et ce souffle épique dont on parlait tout à l'heure, qu'on a pu découvrir rapidement en images, et déjà tous ces talents qu'on découvre, c'est un tout petit échantillon de ce qu'on peut retrouver sur scène. Oui, le spectacle dure 2 heures. Alors c'est un petit échantillon. Et
Mais c'est du bonheur, les gens sortent vraiment avec le sourire, on me dit mais vous devriez être remboursé par la sécurité sociale, j'arrive, j'ai pas le moral, je sors, je souris. J'adore l'idée du remboursement par la sécurité sociale. Vous n'êtes pas contre? Nous non plus. Je suis pas contre. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas du cirque pour les enfants. Il y a un champion du monde japonais de yo-yo, il y a des femmes mongoles qu'on a découvert qui sont contorsionnistes, qui tirent à l'arc avec leurs pieds. Incroyable. C'est incroyable ce qu'elles font. Incroyable. C'est génial. Il y a aussi un orchestre qui mélange le jazz, le blues, le canto italien. On se rend compte à quel point les arts du cirque sont variés. Mais oui, on peut tout mettre dans un spectacle de cirque. On peut mettre de la comédie, on peut mettre de la danse, on peut mettre de l'acrobatie, de la performance, ou même quelque chose qui n'est pas performant, mais du rire, etc. On peut tout mettre dans un spectacle de cirque. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon dosage pour les choses. Et puis savoir qu'un enfant, par exemple, de 3 ans, puisque j'ai vraiment des enfants petits... On peut venir à partir de 3 ans, oui. J'en ai même de plus petits, qui ne veulent pas partir à la fin. Oui, les parents, en arrivant, me disent, il va peut-être tenir que jusqu'à l'entrée. Je dis, c'est pas grave, Vous inquiétez pas. On verra. Et pareil, elle en sortant, non, encore, ils disent encore. Oh, trop mignon. Et puis, les grands-parents peuvent venir aussi. Ils passent un très bon moment. Comme je vous le disais, j'ai des familles entières qui viennent depuis des années. Et les générations que j'ai eues dans mes spectacles il y a 25 ans viennent maintenant parfois avec leurs enfants. Vraiment, moi, je fais ça, c'est que le pari est réussi. Le pari est réussi, voilà, je suis fier de ça. Vous avez dit il faut tout dans un cirque. Alors vous avez renoncé malgré tout aux animaux, et ce depuis le début de votre activité. Vous avez été précurseur en la matière, c'est un choix que vous ne regrettez pas? Non, absolument pas. C'était un choix à la fois artistique et à la fois j'avais souffert d'avoir un numéro exceptionnel, un ourson cosaque qui passait sur le ventre du cheval au galop. Okay. Mais comme je vous le disais, je regarde tous mes spectacles. Et à chaque représentation, je voyais la peur de l'animal, la peur du pauvre ourson qui devait et qui savait qu'il fallait qu'il le fasse. Et comment il a hésité avant de le faire à chaque séance. À la fin, vous avez dit non, on arrête. Stop, terminé, plus d'animaux, à part ceux du bois de Vincennes, ça je ne peux pas faire autrement, mais plus d'animaux. C'est difficile de se réinventer toujours et de proposer au public de l'émerveillement, de la magie et du rêve? Non. C'est pas difficile, il y a tellement de formidables artistes dans le monde entier, ne serait-ce qu'en Chine, qui ont inventé l'acrobatie. Ouais. Il y a 120 écoles de cirque professionnelles et 20 000 artistes. Vous voyez, et dans le monde entier, en Afrique, c'est émergent en Afrique, c'est un ascenseur social. Parce que quand ils viennent en France, moi, tous mes artistes sont payés selon la convention collective française. Quand ils repartent dans leur pays et que je retourne, parfois, ils me font visiter la maison qu'ils ont achetée grâce à moi. Je pleure. Là, vous pleurez encore. Voilà, je pleure encore de bonheur. Oh, de bonheur. C'est beau. Et vous créez peut-être des vocations aussi. Je me mets à la place de tous ces enfants émerveillés dans le public, ces jeunes qui découvrent ces merveilles. Bon, tous n'ont pas le talent, évidemment, mais pour certains qui rêvent à des carrières dans le spectacle, écoutez, dans le monde du spectacle. J'ai un jeune homme en stage. Il est venu la première fois, son papa l'a amené, il avait 1 mois. 1 an. Et tous les ans, ils l'ont amené. Et puis, il envoyait des SMS sans arrêt. J'aimerais faire un stage. On lui répondait évidemment, non. Puis il a tellement insisté qu'un jour, vous avez dit oui. Ma collaboratrice, j'ai dit, on le convoque. Et ben là, il est en stage depuis 2 mois au Phoenix et il est comme un fou. Ça, c'est des belles histoires. C'est aussi ça, la magie du cirque et le cirque Phoenix. Merci beaucoup, Alain Pachery, de nous avoir fait le plaisir de cette interview. On vous donne évidemment rendez-vous sous le plus grand chapiteau du monde pour découvrir ce spectacle millésime. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Et merci pour votre émotion sincère et pour votre passion pour ce métier. On passe tout de suite à la conso. Le visage de Paris change, il laisse de moins en moins de place aux voitures. Le e-commerce a fait sa loi et les grands perdants sont bien sûr les commerçants parisiens qui ne s'y retrouvent plus et peinent à survivre. Pauline Landé-Barrault, vous avez enquêté sur ce phénomène. On le rappelle, vous êtes journaliste au service Web Éco du Figaro. Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper, c'est que le visage de Paris a beaucoup changé. Exactement. Il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que la dynamique commerciale de Paris est excellente. On a plus de 60 000 commerces, bars et restaurants sur plus de 80 000 pas de porte à Paris. Donc c'est énorme. Par exemple, à titre de comparaison, je crois que Bordeaux, c'est 15 000 commerces. Bon, je ne vais pas faire des comparaisons hasardeuses, mais voilà. Donc la dynamique commerciale est excellente. Mais pour autant, on voit bien que tout change tout le temps, très vite.
et on est en train de perdre petit à petit, et c'est d'où l'objet de cette enquête, ce qui faisait un peu l'essence même de l'histoire de Paris, ces petits commerces, ces petits commerçants, ces artisans. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est en train de mettre de la fast fashion, aussi beaucoup de fast-food, tout change. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la rue de Rivoli est un symbole intéressant de ces modifications, miroir aussi de la politique d'Anne Hidalgo dans le centre parisien, où l'on chasse les voitures, la circulation devient impossible et se multiplient des franchises, des fast-foods et, vous l'avez dit, des enseignes de géants internationaux. Oui, alors je pense qu'il faut pas tout confondre parce qu'on n'a pas vraiment de données objectives sur les conséquences concrètes de la politique d'Anne Hidalgo sur les commerces à Paris. On ne peut pas dire parce qu'il y a une politique contre la voiture en ville. Donc il y a moins de clients et donc les commerçants ferment. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, le centre-ville parisien est très effervescent. Et puis maintenant, il y a aussi beaucoup de piétonisation. Ça apporte d'autres formes de commerce. Et effectivement, on est en train de perdre... Bon, après, la rue de Rivoli, on est en train de perdre, ce qui faisait l'âme de Paris. Un peu. Il y a deux événements quand même importants dans l'actualité qui ont illustré ça également. Il y a l'arrivée bien sûr du géant chinois Shein au BHV ou encore de Black Sheep, des enseignes qui font la promotion de la fast fashion et du e-commerce évidemment, puisque c'est avant tout des plateformes de e-commerce dans le centre de Paris. Oui, alors là on pointe aussi un autre problème du doigt, c'est-à-dire que la commercialité des biens immobiliers à Paris, c'est du domaine du privé. Donc en fait, comme personne ne pourrait vous empêcher de vendre votre appartement à qui vous le souhaitez, en fait, personne ne peut empêcher que l'un ou l'autre acteur... Celui qui fait la meilleure offre remporte le bien. Donc ça fait aussi monter les enchères et c'est pas étonnant que ce soit des très gros groupes étrangers qui viennent s'installer à Paris. La conséquence, elle est là, vous le dites dans votre papier, entre 2020 et 2023, le nombre de tailleurs, par exemple, qui fait l'âme de Paris, a plongé de 22%, celui des boutiques de prêt-à-porter pour les femmes de 15%. Les données sont là, c'est statistique. Oui. Après, ça, c'est pas une problématique qui touche seulement Paris, mais en fait, Paris a une telle, ce que je disais en préambule, a une telle densité commerciale que, en fait... c'est vraiment la ville en France la plus touchée par ce phénomène. Mais c'est sûr qu'on est en train de perdre tous ces petits cordonniers, tailleurs. Vous appelez ça dans votre papier les maisons de confiance. C'est là où on se rend en sachant où on va. Finalement, c'est le cordonnier pour aller réparer une paire de chaussures qui est abîmée, c'est le pressing pour aller laver un manteau après l'hiver, c'est ces petits commerces de proximité, vous le décrivez très bien, qui font l'âme de Paris et qui permettent finalement de créer aussi des âmes de quartier dans cette grande ville qu'est Paris. Exactement. Et c'est vrai qu'on est en train de voir dans des quartiers, par exemple, autour de la gare Saint-Lazare, il y avait des luthiers, autour du marché d'Aligre aussi, pareil, il y avait des artisans. Et en fait, ils sont en train de disparaître parce qu'ils ont plus, financièrement, ils peuvent plus tenir. Et quand ils trop âgés, ils ferment, en fait, ils ne sont pas remplacés par la même activité. Et ça, on peut strictement rien faire. Sans même mentionner, vous l'avez dit tout à l'heure, la prolifération des fast-foods, plus 10% entre 2020 et 2023. Ça répond finalement à la même logique. Ce sont des baux commerciaux qui sont très chers, ce sont des loyers qui sont très élevés aussi. Ça laisse plus de place forcément à ceux qui ont les reins plus solides. On pense à ces franchises internationales. Exactement. Et en fait, on se rend compte que, et même chez les fast-foods, en fait, ça va très vite. C'est-à-dire que si c'est pas rentable dès la première année, au bout de 6 mois, ils ferment, ils changent tout. Et à chaque fois, ils font des travaux énormes pour être remplacés par un autre type de fast-food. Alors, on va passer des noodles, des pâtes chinoises à Mister Poulet. Maintenant, ça explose aussi dans Paris. Donc voilà, juste des et ça va très vite. Oui. Et ça va très vite. Et ça, évidemment, ça remplace nos petites brasseries parisiennes et ces restaurateurs qui essayent de s'en sortir. Oui, les brasseries, c'est moins 4% entre 2020 et 2023. Et je crois que là, entre 2023 et 2026, ça s'est encore accéléré. Est-ce que les clients et les riverains le sentent, s'ils sont sensibles ? Oui, enfin, je veux dire indéniablement, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'être parisien et de se satisfaire des nouveaux commerces qui sont en train d'ouvrir. Alors, par exemple, moi, j'adore le café, je suis trop contente de prendre mon petit latte à emporter. Par contre, il y en a trop. Par exemple, ça prend de la place, ça prend la place de brasserie, ça prend la place de ça crée des villes un petit peu caricaturales. Quand vous parliez de physionomie de la ville, c'est intéressant. Il ne faudrait pas que Paris ressemble à n'importe quelle autre capitale européenne, voire, enfin, je veux dire,
on vient à Paris aussi pour sa qualité commerciale et en fait on est en train de la lisser pour en faire exactement ce qu'il y a partout ailleurs et c'est un peu dommage. Oui, il y a une uniformisation de nos villes et c'est vrai que Paris a du mal à y échapper. On a parlé tout à l'heure de la politique menée par la ville de Paris, vous avez raison, c'est difficile de la positionner en coupable évident. Il y a un autre coupable qu'on peut identifier facilement, en revanche c'est le e-commerce qui ne cesse d'exploser. On le voit malheureusement là avec cette période des fêtes de fin d'année, les cadeaux de Noël, tout le monde fait ses courses en ligne. Ça, c'est sûr. En fait, depuis la crise du Covid, je pense qu'il y a eu des pics et c'est un peu redescendu. Mais de manière générale, oui, le e-commerce a remplacé la balade le shopping du week-end. Ça, c'est sûr. Et plus récemment encore, il y a l'inflation. Ça, c'est évident aussi que cette année et l'année dernière, mais cette année aussi, c'est très compliqué pour les ménages. Et donc, on fait moins de courses ou quand on les fait, on va essayer, tant bien que mal, d'aller dénicher le prix le moins cher, ça joue aussi. J'imagine que la réponse est un peu entre les deux. Il y a les ménages qui sont obligés de moins consommer et il y a ceux qui vont aller chercher la promo, acheter en Black Friday et évidemment tout ça, ça se passe sur Internet. Parce qu'Internet permet de comparer plus rapidement, en effet. Autre chiffre que vous citez dans votre papier, l'explosion du commerce en ligne et la vogue de la seconde main qui ont entraîné une chute de 8% du nombre de magasins d'équipement de la personne. On comprend le prêt-à-porter, les chaussures et la bijouterie entre 2020 et 2023. C'est vrai que ce marché de la seconde main a aussi le vent en poupe et tire les petits commerçants vers le bas. Oui, alors après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de boutiques de seconde main qui se sont ouvertes à Paris. Après, c'est parfois des niches, donc il faut regarder. Parfois, c'est que du luxe et parfois assez cher finalement, du luxe pas forcément très abordable. Mais c'est vrai que ça a le vent en poupe. Et puis il y a Vinted, il y a plein de choses qui ont aussi démocratisé cette pratique. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas mal, c'était sympa, ça permettait d'avoir des objets un peu uniques. Donc oui, ça fonctionne très bien. Est-ce que la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui s'en sortent plus ? Il y a des défaillances d'entreprises pas mal. Et c'est vrai que il y a une certaine dynamique. Alors, quand on se balade dans la rue, alors il y a aussi des rideaux fermés, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même encore une certaine dynamique à Paris qui, en fait, cache un taux de rotation très important. Et en fait, là, on est passé d'un taux de rotation de 10% à un taux de rotation de 12,7%. Ce qui, bon, c'est pas une énorme augmentation. Non, mais ça veut dire que les enseignes ne s'y retrouvent pas et sont obligées de changer de repreneur en permanence. Voilà, un commerce qui pouvait rester 10 ans avant, maintenant, au bout de 2 ans, il met la clé sous la porte. Et c'est ce que vous ont confié les commerçants avec lesquels vous avez échangé et ceux qui représentent en effet ce petit tissu de commerçants et d'artisans du centre de Paris. Bon, on pense évidemment à eux et on vous conseille évidemment, si c'est possible, d'aller faire vos courses chez eux. Ils le méritent et ils se donnent beaucoup de mal pour tenir le choc malgré cette période compliquée. Merci beaucoup Pauline Landé-Baron. On continue évidemment à vous lire sur lefigaro.fr. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Le Figaro TV et je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle émission. Bienvenue en Ile-de-France. Excellente soirée à tous.